On passe au panel avec ce soir Hélène Buzetti, Michel David, Chantal Hébert. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On va parler d'abord de cet accord. Monsieur Legault a parlé d'un accord historique aujourd'hui entre les Inuits Pessamit sur la Côte-Nord et le gouvernement du Québec. Vraiment une sorte de début de réconciliation dont a bien besoin Hydro-Québec, il faut le dire, pour aller de l'avant avec tous ces projets. Parce que le défi d'Hydro-Québec, c'est augmenter sa production d'électricité, commencer à mettre en œuvre son plan stratégique. Alors, dans cet accord, première partie, parce qu'il y a vraiment deux parties, on le comprend bien. Première partie, d'abord, c'est de l'argent. C'est 45 millions de dollars à la communauté. En échange, les Inuits Pessamit, d'abord, vont accepter qu'il y ait des gens sur leur territoire, des travailleurs d'Hydro-Québec, parce qu'il y a beaucoup de tensions, accepter de suspendre pendant 2 ans une poursuite qui a été déposée, 500 millions de dollars contre Québec. Alors, on va écouter comment Michael Sebia, PDG d'Hydro-Québec, qui était sur place pour la signature de l'entente avec M. Legault, comment il a présenté ça aujourd'hui. Aujourd'hui, selon moi, nous prenons un pas ensemble. Un grand pas. Concrètement, nous voulons que les communautés, si elles le veulent, fassent partie du projet dès le départ. Notre accord nous donne une occasion de commencer des discussions sur des éoliennes. Cette signature marque le début d'une nouvelle ère. Alors, une nouvelle ère, parce que ce qu'on veut maintenant, c'est négocier pour la suite. Alors, oui, on veut améliorer les infrastructures existantes. On va regarder une carte. C'est un immense territoire, il faut dire, là-bas. Alors, il y a déjà beaucoup de centrales, il y a déjà un grand réservoir. On veut tout grossir, on veut tout moderniser, mais on veut surtout penser à la suite. On veut penser aussi à un grand parc d'éoliennes, mais pour ça, ça prend des ententes. On dit qu'on voit maintenant les Inuits comme des partenaires. Michel, Hydro-Québec part de loin sur le territoire, par exemple. Il y en a des ententes à faire, mais il y a surtout un effort de retrouver de la confiance. Là. Oui. Ce qu'on a vu aujourd'hui, dans le fond, c'est essentiellement une entente hors cours là, pour régler le litige là, à propos de l'inondation des terres des Inuits là, pour le réservoir de la Manicouagan. C'est la suite des choses qui est beaucoup plus complexe. Là, il va y avoir 2 ans, je pense, de négociations sur effectivement le rehaussement de la capacité du réservoir, la possibilité d'installer des parcs d'éoliennes. Et ça va être très compliqué parce qu'on le voit déjà, là, il y a de la dissidence qui s'est installée. C'est jamais simple là, dans les communautés autochtones. Puis il ne faut pas présumer non plus là, que c'est le début d'une nouvelle ère et que là, les réconciliations avec tout le peuple Innu va se suivre tout naturellement. D'abord, les communautés sont très distinctes les unes des autres. Les principaux projets d'Hydro-Québec, là, c'est pas tellement dans ce secteur-là. C'est, par exemple, Petit Mécatina, où on a déjà des projets de barrage et où le chef a déjà dit « no way ». Bon, c'est une négociation à venir, j'imagine, mais c'est la même chose du côté de la rivière Macpail. Alors, toutes les communautés sont totalement autonomes, ont toutes leurs problématiques différentes. Alors, il ne faut surtout pas penser qu'il y a quelque chose là, qui s'enclenche et qui va être irréversible. Hélène? Michel a raison. Ce n'est pas encore une victoire, mais c'est quand même un grand coup. Cet espace de dialogue qu'on crée, qu'on ouvre avec ça aujourd'hui, parce que c'est de ça dont il s'agit. On décide essentiellement de déposer les armes, si on peut dire ça comme ça. D'un côté, Hydro-Québec remise son projet de rehausser le niveau d'eau. De l'autre, on remise pour un temps la contestation judiciaire. Donc, on s'ouvre un espace de dialogue qui pourrait durer 2 ans et au terme duquel il y aurait probablement un référendum. Donc, si jamais on conclut une entente, un référendum qui serait soumis à la population. Alors, Michel a raison aussi là-dessus. Si on devait conclure une entente, puis on n'est pas encore là, il n'y a pas de garantie encore qu'elle serait acceptée. Mais n'empêche pas moins que on vient apaiser un peu les tensions, on ouvre cet espace de dialogue et donc c'est quand même un changement de ton assez radical. On est dans un contexte au Québec où il y aura une explosion de la demande énergétique, au moins doubler la demande là, au cours des prochaines années. C'est pas vrai qu'on va pouvoir faire ça juste en mettant quelques petits panneaux solaires sur nos maisons. Il faudra qu'il y ait de grands projets. Et ces grands projets-là ne se font pas au centre-ville de Montréal. Ils vont se faire presque toujours en des territoires autochtones. Donc, le gouvernement avait une obligation d'ouvrir un tel dialogue pour apaiser les tensions et voir vers l'avenir. C'est au moins une première étape, mais ne crions pas victoire trop vite. Oui, on entend aussi dans les mots, Chantal, de M. Sebia, là, on entend la grande prudence ici aussi. Ah oui, et il n'y a pas beaucoup de choix. Hélène a raison, c'était un passage obligé. La dernière fois qu'Hydro-Québec s'est imaginé
qu'elle pouvait ne pas engager ce genre de dialogue-là, de ne pas venir à table et dire à des communautés vous avez votre mot dans ce débat-là, c'est le débat de grande baleine. Et ça a fini, sans mauvais jeu de mots, en queue de poisson, à cause de l'opposition autochtone. Là, on est 30, 40 ans plus tard. Le dossier autochtone a beaucoup progressé et l'idée qu'on peut refaire ce qui a marché à l'époque de la Manic, etc., il faut oublier ça. Par contre, selon moi, 50 ans de grief et de rancœur, là, ça ne s'efface pas par une séance de signature. Et les chefs autochtones ont quelque part le fardeau de la preuve que cette relation-là peut fonctionner et qu'elle vaut la peine vis-à-vis de leur communauté. Et ça va être complexe. C'est rassurant de voir qu'on passe par là, mais selon moi, il n'y a pas de grands projets qui peuvent se réaliser sans qu'on arrive à une conversation un petit peu plus d'égal à égal. Oui. C'est un peu comme ça qu'on essayait de le présenter du côté du gouvernement, que c'est de nation en nation. Regardez, on a amené le premier ministre lui-même ici pour signer avec vous ce début d'entente. Mais par la suite, après, bien, chaque personne accordait des entrevues. M. Sébia accordait des entrevues. Et on a pris un petit moment, je veux le montrer aux téléspectateurs, parce que quand on parle de la méfiance, quand on parle du climat, à quel point ce ne sera pas facile et que ce n'est pas réglé juste par une signature, c'en est un exemple. On écoute. De notre plan d'action pour continuer à augmenter la puissance dont nous avons besoin à travers le Québec. Mais ça reste à négocier avec le Oh, Conseil tout à fait, de vente. tout à fait, tout à fait. Ça marche plus, ça, comme dans le temps. Non, On tout à est là fait. maintenant pour protéger ce qu'on Oui, nos oui, ressources. absolument. Alors, Michel, la dame qu'on vient d'entendre ici, c'est une conseillère, Mme Vallée, une conseillère de Pessamit. Alors, vous voyez, hein, ils veulent prendre leur place. Puis, il y a des gens qui étaient mécontents. Il y a même des gens qui avaient bloqué la route principale. Il a fallu négocier d'abord pour se rendre sur le territoire avec l'équipage de M. Legault. Parce que ces gens-là, ils disent, bon, ben là, nous, on n'a pas été consultés. D'ailleurs, au moment où on se parle, il y a une réunion là où on essaie d'être tous sur la même page dans la communauté. Alors, il y a même des enjeux de représentation là-dedans, là. Absolument. On l'a vu, écoutez, dans tous les épisodes là, de confrontation d'une manière ou d'une autre avec les Premières Nations, on a vu qu'au sein des communautés, il n'y avait pas unanimité. Et il faut dire, et M. Lafrenière l'a avoué aussi, c'est que l'information n'a pas circulé du tout, là. Ces négociations-là se sont faites en catimini. Et ce que M. Lafrenière disait, c'est qu'on ne pouvait pas étaler ça sur la place publique de peur de faire précisément capoter les négociations. Alors, je comprends, moi, qu'il y a des gens qui ont l'impression de se trouver face à un fait accompli et qui ne sont pas contents et qui vont demander à chaque étape maintenant, je pense, de la négociation, à savoir ce qu'il en est, quels sont les avantages, quelles sont les avancées. Alors, on n'est pas sorti du bois, là. Oui, alors c'est ça. Donc, il faut marcher sur des œufs. Il y a tout cet enjeu stratégique de rallier les gens. Et là, Hélène, M. Lafrenière, il joue un rôle qui est très important, là. Oui, puis en fait, c'est intéressant pour M. Lafrenière parce que, rappelez-vous, lorsqu'il a été nommé ministre à ce poste-là, il y avait beaucoup de scepticisme qui s'était exprimé envers cette nomination. Du seul fait qu'il soit policier, ben oui, on disait qu'il n'y a pas une bonne relation historique entre la police et les communautés autochtones, en particulier avec les femmes autochtones. Donc, beaucoup de scepticisme. Donc, ensuite, bon, il avait refusé de reconnaître le racisme systémique. Bon, ça, qu'il ce soit lui ou un autre en place, je pense que la position aurait été quand même la même. N'empêche que ça a mal passé. Le fait que Québec a contesté devant les tribunaux l'autonomie des peuples autochtones en matière des services à l'enfance. Bon, ils ont perdu la cause devant les tribunaux là, la semaine dernière, mais ça aussi, ça avait mal passé. Donc, M. Lafrenière avait quand même plusieurs défaites à son bilan. Et là, pour lui, aujourd'hui, c'est quand même une victoire, c'est quand même quelque chose dont il peut être fier. Donc, ça vient quand même redorer son étoile, si je puis dire. Oui, mais pour le gouvernement comme tel, pour le gouvernement de M. Legault actuellement, c'est aussi un changement d'attitude. C'est aussi pour eux-mêmes comme gouvernement une autre façon de faire les choses. Manifestement, M. Legault en est conscient. On va l'écouter ici. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des ententes comme ça avec chacune des communautés, chacune des nations. Donc, on continue nos discussions. Yann Lafrenière travaille très, très fort. Et ce qu'on souhaite, c'est de se réconcilier et d'avoir des ententes où, ensemble, on va faire des projets sur un territoire qu'on partage.
Alors, tous les mots-clés sont là, hein, Chantal? Oui, et j'écoutais M. Legault et je me disais que son ministre devait se dire, si seulement il ne fait pas de déclaration intempestive, qu'il ne manifeste pas son impatience habituelle, parce que c'est un édifice extraordinairement fragile. Et il n'y aura pas de personne de l'extérieur, que ce soit un ministre sympathique ou M. Sebia, qui comprend totalement la dynamique, là, on le voit. Ce qu'ils ont besoin de faire, c'est s'assurer que leurs interlocuteurs directs autochtones soient présentés comme étant en position d'autorité. Ils ne pourront jamais passer par-dessus la tête du leadership autochtone. Tout ce que ça va donner, c'est que ce leadership-là va disparaître. Néanmoins, Bernard Landry avait réussi à avoir la confiance de ses interlocuteurs. Ça a fait une différence pour la paix des Braves. Donc, oui, il y a une voie de passage, mais c'est extraordinairement fragile et très, très bonne idée que M. Legault ne soit pas l'interlocuteur principal. Oui, très fragile, mais absolument essentiel. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Michel, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que quand M. Sebia parle du plan par la suite, ce qu'on comprend, là, c'est que nous, on était pendant longtemps sur la perception qu'on avait des surplus d'Hydro-Québec. Manifestement, on a changé de paradigme, on n'est plus là-dedans. Là, il y a tous ces gros projets de batteries, de filières, mais là, on comprend qu'on n'aura pas d'électricité à bon prix pour tout le monde. Même les villes qui se disaient, écoutez, on va se passer du gaz. Dorénavant, ça va être du tout électrique. Là, on comprend que non, peut-être pas, parce que électrique pour tout le monde, c'est peut-être pas si simple que ça. Alors, bref, tout ça pour dire qu'on a besoin des territoires, des Inuits. On a besoin d'aller d'avant avec d'autres projets. Donc, on a besoin de toutes ces ententes. Puis on a besoin, justement, que ce soit pas si fragile et que ça commence à être un petit peu plus ferme, là, nos relations avec les Premières Nations. Ah, absolument. Les besoins sont infinis. À un moment donné, je pense même qu'on va être obligé d'en laisser tomber un certain nombre de choses parce que c'est pas vrai qu'on va tripler là, ou quadrupler avec le temps la capacité d'Hydro-Québec. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que je suis convaincu que M. Legault a aussi à l'idée, quand il négocie, l'autre partie là, du jeu qui se déroule avec Terre-Neuve. Là, il est en train d'envoyer à Terre-Neuve le message que, vous voyez, de l'hydroélectricité, on en a sur notre territoire. Là, on entreprend de s'entendre avec les communautés autochtones, de sorte que si vous êtes trop exigeants, là, on n'aura peut-être pas besoin de vous autres. Alors, c'est une partie, mais je suis convaincu qu'à Terre-Neuve, on est très conscient de ça, qui se joue sur différents tableaux, quoi. Oui, alors, c'est ça, hein, c'est la stratégie de la politique, Hélène, là. Oui, oui, absolument. Mais vous savez, ne soyons pas dupes. Je reviens à ce que M. Sabia disait tout à l'heure et la personne qui l'a interrompu. Oui. Ne soyons pas dupes. Le but de tout ça, c'est d'avoir le droit d'aller construire des projets. Le seul but de Québec, c'est ça. Et en bout de piste, ça dépendra de combien on met d'argent sur la table et combien d'autonomie on accorde aux communautés locales pour gérer les projets, avoir peut-être des emplois, utiliser cet argent comme levier économique. Mais au terme de tout ça, l'objectif, il est clair, c'est on veut vos territoires pour aller faire des projets. Bien, c'est ça, on y va pour nous, mais à la limite, Chantal, peut-être pour clore là-dessus, ça peut être gagnant-gagnant quand même? Ouf. Ça dépend aussi, puis c'est pas un détail, là, ça dépend des projets, ça dépend de leurs conséquences sur le territoire, l'environnement. C'est pas des détails insignifiants quand on parle de méga-projets de barrage. Donc, moi, je vous dirais et je crois que M. Sebia, au moins, le comprend, probablement qu'il a transmis sa compréhension à Hydro-Québec et au premier ministre Legault. Le gros bout du bâton, c'est pas lui qui l'a. Le gros bout du bâton, c'est, excusez-moi, on me parlait en même temps. C'est pas c'est pas Hydro-Québec qui l'a. Ce sont les communautés autochtones. Exactement. Bon, alors on va voir comment ça va se dérouler. Alors, il y a une réunion, je le rappelle, hein, il y a eu une signature, mais là, on est en ce moment-ci à l'heure d'une réunion où on parle avec l'ensemble des membres de la communauté. On essaie d'apaiser un peu ceux qui étaient en colère là, en début de journée. Et on va voir comment ça va se développer. Je vous amène sur un autre sujet. La dissension au sein du gouvernement Trudeau là, dans le dossier d'Israël, la guerre contre le Hamas. Bon, on sait qu'en ce moment, là, tout le monde redoute l'offensive terrestre à Rafah. Le gouvernement ici là, qui s'est joint avec d'autres pays, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, pour dire, écoutez, non, il faut faire un cessez-le-feu, il ne faut pas faire ça comme ça. La dissension, entre autres, elle a été illustrée par un homme qui s'appelle Rob Oliphant, un député libéral qui est secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères, qui a été enregistré à son insu. Il parlait avec une électrice et ça a donné ceci. On écoute l'extrait.
It drives me crazy. It is opportunistic. It is unfair. And it is maligning the operation of a UN organization that is doing not perfect work, but it is the best we have for education, for medical care, for food, all of those things. Alors, lui, il travaille, c'est le secrétaire parlementaire qui travaille avec la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. C'est sur cette histoire de retirer le financement à cette agence de l'ONU. Israël accuse cette agence, qui est du personnel, une douzaine, là, finalement, qui ont participé d'une façon ou d'une autre là, à cette tragédie là, le 7 octobre dernier envers des Israéliens. Chantal, est-ce que c'est grave ce qui se passe? Est-ce que c'est révélateur vraiment de quelque chose, là, cette conversation qui a été enregistrée? Bon, d'abord, on va mettre un peu M. Oliphant en contexte. C'est un des députés vétérans de la Chambre des communes et pas mal universellement respecté. C'est pas une tête brûlée. C'est pas ça qui est secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères. Et il n'est pas allé sur la place publique pour exposer ses dissidences. Il a été piégé. Mais d'autre part, j'ai parlé, moi, des députés qui sont de l'autre côté de ce débat-là, des députés pro-Israël, et ce qu'ils disent en privé est à peu près aussi féroce au sujet du gouvernement que ce qu'il dit, lui, sur le côté Hamas et Gaza de la chose. Moi, franchement, je trouve que c'est plus un signe de santé de savoir que tous ces points de vue-là s'affrontent autour de la table et que des gens les défendent, que de penser qu'on demande à tout le monde de chanter la même chanson et s'ils le font pas, bien, on les envoie s'asseoir en arrière près des rideaux puis on leur demande de se taire. Alors, à la fin, non, c'est pas une nouvelle pour personne qui couvre la colline parlementaire, le fait que ce conflit-là crée des dissidences à l'intérieur du caucus du gouvernement et c'est d'autre part tout à fait normal. Oui. C'est un conflit qui polarise, c'est sûr, mais Hélène, on voit un peu finalement les deux extrêmes. Puis je mets extrême entre gros guillemets ici, là, parce qu'il y a des gens dans l'équipe de M. Trudeau qui, eux, ont vraiment un discours très, très, très pro-israélien, un discours dur même parfois quand ils parlent de ce conflit-là. Là, bon, on a un autre son de cloche ici avec cet enregistrement fait à l'insu de ce député. Mais alors, on comprend que ça ne doit pas être facile de naviguer pour un gouvernement quand on a toutes les positions qui s'expriment à l'intérieur de son équipe. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que Chantal vient de dire. C'est tout à fait sain que sur une situation qui divise à ce point la population, qu'il y ait une diversité de points de vue qui soit entendue. Ceci dit, il faut quand même garder à l'esprit que M. Oliphant n'est pas la première voix discordante qu'on entend. Je vous ramène en octobre dernier, il y avait eu une lettre signée par des députés demandant au gouvernement canadien de demander un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Et 23 députés libéraux avaient signé cette lettre-là de manière très, très ouverte, très, très publique. Encore récemment, cette semaine ou la semaine dernière, une députée libérale, Salma Zaïd, a ouvertement, devant les micros, devant les caméras, contesté cette décision de suspendre le financement de l'UNRWA. Elle a dit « ça revient à punir collectivement tout un peuple pour les mauvais agissements de peut-être une douzaine de personnes. » Et parler de punition collective, c'est une référence à tout le discours génocidaire. Alors, c'est pas nouveau qu'il y a des dissensions, on le savait déjà. Par contre, pour M. Oliphant, je ne suis pas certaine qu'il va pouvoir rester en poste parce qu'à titre de secrétaire parlementaire, eh bien, c'est lui qui doit répondre au nom du gouvernement quand la ministre Joly n'est pas présente. Alors, je peux imaginer tout de suite un parti d'opposition qui poserait au gouvernement un jour où Mme Joly n'est pas là, une question du genre « Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de suspendre les fonds à l'UNRWA? » Et M. Oliphant serait obligé de défendre cette position alors qu'on sait très bien qu'il n'y croit pas. Alors peut-être M. Trudeau a refusé de répondre à cette question. Est-ce qu'on va le suspendre ou pas de son poste? Mais je pense qu'il va avoir une petite conversation avec lui-même et peut-être que lui-même va décider que c'est intenable comme position. Et en terminant là-dessus, Michel? Oui, bien, M. Trudeau n'avait pas l'air ni surpris, ni vraiment fâché. Il a commenté ça cet après-midi. Et peut-être même qu'à jusqu'à un certain point, ça fait son affaire. Il peut possible dire au lobby pro-Israël au sein de son caucus et au pays en général, voyez le genre de pression auquel je suis soumis, alors demandez-moi-en pas trop. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un gros dommage. Que M. Oliphant, peut-être que pour la suite là, de sa carrière, en tout cas dans l'immédiat, ça peut poser un problème, mais je ne pense pas que le gouvernement là, a subi un gros tort là, avec cette histoire-là. Bon, alors finalement, ça représente un peu
C'est ce que M. Trudeau dit. Ça représente les divisions qu'on a dans la société aussi. Hein? Alors, c'est un petit peu le reflet de ça à l'intérieur de son groupe aussi. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hélène, Michel, Chantal. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.